Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, je souhaite d'abord exprimer ma sensibilité au vécu du député Luc Berthold ainsi qu'à celui de son épouse, Caroline Lévesque, et leur famille, à la suite du décès de leur fils en février 2025. Comme intervenante auprès des jeunes et des familles, je comprends profondément le désir d'agir pour prévenir d'autres situations comme celles qu'ils ont vécues. Personne ne peut être contre les projets visant à mieux soutenir nos adolescents dans une période développementale aussi complexe que l'adolescence. Nous avons tous le même objectif, protéger nos jeunes avant qu'ils ne se perdent dans les comportements de délinquance, la dépendance ou l'exclusion sociale. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'identifier la consommation comme facteur de risque ou comme problématique à traiter doit se faire dans le cadre d'une évaluation rigoureuse et spécialisée. Dans la réalité actuelle, la majorité des adolescents arrêtés sont remis en liberté par promesse ou sommation. Ils n'auront donc jamais accès à une évaluation approfondie permettant au tribunal d'obtenir les informations nécessaires pour imposer des mesures réellement adaptées à leurs besoins. Et c'est là, selon moi, qu'existe le véritable enjeu. Il est également important de rappeler que nous ne devrions pas uniquement intervenir rapidement lorsque la problématique visible est la consommation. Les besoins des jeunes peuvent être multiples et parfois beaucoup plus profonds. Difficultés liées à la violence, à la sexualité, au développement de l'empathie, au trauma, à la santé mentale, au rejet, à l'attachement ou aux détresses psychologiques. La consommation peut parfois être le symptôme visible d'un malaise beaucoup plus complexe. C'est précisément pourquoi nous devons être capables d'identifier rapidement, de façon rigoureuse et individualisée, quels sont les véritables besoins du jeune devant nous. Notre objectif ne devrait pas être de cibler un seul type de problématique à adresser dans le cadre d'un traitement, mais bien de permettre une évaluation globale afin d'intervenir sur ce qui compromet réellement le bien-être et le développement du jeune. Dans ma pratique privée comme criminologue, j'accompagne des jeunes et des familles dans un moment crucial, mais souvent oublié du système. La période entre l'arrestation, idéalement la première arrestation, et l'audience devant le tribunal. Cette période peut durer longtemps. Les familles sont souvent démunies. Les parents ne comprennent pas toujours les procédures judiciaires ni les conditions imposées à leur enfant. Le jeune, quant à lui, croit souvent à tort que sa vie est terminée en raison des accusations criminelles. Sans soutien rapide, sans prise en charge structurée, sans plan d'intervention adapté au niveau de risque et aux besoins du jeune, nous assistons trop souvent à l'effritement du lien parent-enfant, à la récidive et à l'aggravation de la trajectoire délinquante. J'entends régulièrement des jeunes me dire « Angie, une chance que tu es là, sinon j'aurais l'impression que ma vie est finie. » Ces jeunes utilisent parfois cette période pour entreprendre une réflexion, reprendre l'école, commencer une démarche thérapeutique ou démontrer au tribunal une réelle prise de conscience. Mais ce qui demeure extrêmement difficile à accepter pour moi sur le plan éthique, c'est que ces services sont principalement accessibles au privé. Les familles qui peuvent bénéficier d'un accompagnement spécialisé sont souvent celles qui ont les moyens financiers de le faire. Or, les besoins, eux, ne devraient jamais dépendre du revenu familial. D'ailleurs, les recherches en délinquance juvénile montrent que la pauvreté et les inégalités sociales constituent des facteurs de risque importants associés à la délinquance à l'adolescence, notamment lorsqu'elle s'accompagne d'exclusion sociale, de rupture scolaire, de stress familial chronique et d'un accès limité aux ressources de soutien et de prévention. À ce stade-ci, je me demande donc si la solution réside dans une modification législative ou plutôt dans la mise en œuvre, l'utilisation et la compréhension des dispositions déjà existantes dans la LSJPA. Parce que la LSJPA permet déjà plusieurs interventions. Elle permet, avant le prononcé de la peine, d'imposer des conditions et d'ordonner des suivis adaptés aux besoins du jeune. L'article 91 permet de libérer un adolescent afin qu'il suive un traitement ou un programme spécifique. Les tribunaux peuvent ordonner des thérapies ou des suivis externes. Le problème, c'est que les ressources manquent. Les évaluations spécialisées manquent. Les services communautaires manquent. Et surtout, les pratiques ne sont pas appliquées à leur plein potentiel. Nous avons des outils législatifs qui existent, mais qui sont sous-utilisés. Je pense notamment aux conférences consultatives prévues à l'article 19 de la LSJPA qui pourraient éclairer les décisions judiciaires grâce à une approche interdisciplinaire. Pourtant, elles sont très peu utilisées. Nous devons aussi réfléchir au fait qu'au Québec, nous abordons généralement ces situations sous un angle de santé et de services sociaux, alors que d'autres provinces ont une approche davantage correctionnelle ou pénitentiaire. Cette différence influence directement les pratiques,
les interventions et la manière dont les jeunes sont pris en charge. Les études sur la délinquance juvénile nous montrent pourtant l'importance d'intervenir tôt, selon les principes de précocité, d'accumulation et de diversification des facteurs de risque. Plus l'intervention est précoce, plus nous avons de chances d'empêcher l'accumulation des difficultés qui mèneront éventuellement à une criminalité persistante à l'âge adulte. Alors peut-être que la question ne devrait pas seulement être comment contraindre un jeune à suivre un traitement, mais plutôt comment s'assurer qu'au premier délit, un jeune ait accès rapidement à une évaluation spécialisée, à une prise en charge et à des ressources adaptées. Parce qu'une loi peut ajouter toutes les dispositions qu'elle veut. Si les ressources ne suivent pas, si les évaluations spécialisées ne sont pas accessibles, si les familles restent seules pendant des mois et si les acteurs du milieu ne se sentent pas soutenus pour intervenir rapidement, alors notre mission aujourd'hui ne sera pas atteinte. Le bien-être du jeune doit demeurer au cœur des réflexions judiciaires et sociales. Et pour y arriver, nous devons investir autant dans l'application concrète de mesures existantes que dans les modifications législatives elles-mêmes. En terminant, je tiens à revenir à l'essentiel. Derrière ce projet de loi, il y a d'abord une douleur humaine immense. La perte vécue par le député Berthold et sa famille nous rappelle avec force pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui. Parce qu'aucun parent ne devrait avoir à se demander si son enfant aurait pu être aidé plus tôt. Et je crois profondément que cette réflexion collective doit nous amener à une question importante. Avons-nous réellement besoin de multiplier les nouvelles mesures législatives ou devons-nous d'abord nous assurer que les outils, les ressources et les mécanismes déjà prévus puissent enfin être accessibles rapidement aux jeunes et aux familles? Parce que sur le terrain, les intervenants voient déjà des adolescents qui veulent comprendre ce qui leur arrive, des parents qui cherchent désespérément de l'aide et des familles qui s'effondrent dans les délais, le manque de services et l'absence de prise en charge. Nous savons déjà qu'une intervention précoce peut changer la trajectoire. Nous savons que les besoins du jeune sont multiples, complexes et souvent invisibles au premier regard. Et nous savons que laisser un adolescent seul avec sa détresse pendant des mois augmente les risques de récidive, de désorganisation et d'exclusion. Alors peut-être que notre responsabilité collective aujourd'hui n'est pas seulement de créer davantage de dispositions, mais surtout de nous assurer que dès le premier signal d'alarme, un jeune puisse réellement avoir accès à une évaluation spécialisée, des ressources concrètes et des adultes capables de l'accompagner avant que la situation ne se détériore. Parce qu'au-delà des lois, ce sont souvent la rapidité de l'intervention, la qualité du lien humain et l'accès réel aux services qui changent une trajectoire. Merci de votre attention ainsi que de l'importance que vous accorderez à cette réflexion et à ce témoignage.